Bonjour à tous. Bonjour Laurent Alexandre. Je vous remercie d'être Bonjour. parmi nous aujourd'hui. Nous vous avions déjà reçu le 12 mars 2018 pour un débat sur l'IA à la Maison des X. Aujourd'hui, Xurso vous reçoit à nouveau avec grand plaisir pour un nouveau webinaire, le 10e, sur la crise du Covid-19. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous présente rapidement. Vous êtes médecin, chirurgien, urologue, énarque. Vous avez fondé Doctissimo en 1999. Vous êtes aussi connu pour être un expert du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont 4 en particulier, tous édités chez Lattès. La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité en 2011, la défaite du cancer en 2014, la guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine en 2017. Et en 2019, avec Jean-François Copé, l'intelligence artificielle va peut-être tuer la démocratie. Et de très nombreux articles sur l'actualité politique, numérique, économique et sanitaire qui sont publiés dans de nombreux médias. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous écouter pour que vous nous donniez votre vision de cette crise du Covid-19 sous le triple aspect d'abord médical et sanitaire, ensuite économique et politique, enfin numérique, notamment sous l'angle des projets d'application de tracing. Alors, avant de vous laisser la parole, Laurent Alexandre, côté logistique, pour rappel, pour les participants peuvent poser leurs questions en utilisant la fonction chat de Zoom ou en utilisant la fonction, s'ils veulent vraiment parler, lever la main de Zoom. Je poserai ensuite les questions à Laurent Alexandre à la fin de son intervention. C'est à vous, Laurent Alexandre, pour votre propos introductif de 20 à 25 minutes avant l'échange de questions-réponses avec tous les participants. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. La crise du Covid-19 est une crise absolument passionnante qui nous apprend beaucoup de choses sur la société, qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, puisque cette crise, et j'y reviendrai tout à l'heure, a finalement magnifié nos biais cognitifs. Et on voit à quel point il est difficile de ne pas être manipulé par ces biais cognitifs, et nous en avons tous. C'est d'ailleurs un travail très intéressant à faire sur soi-même, de voir pourquoi on anticipe mal les crises, pourquoi on les comprend mal en fonction de ses propres biais cognitifs. Alors, vous m'avez demandé d'abord de dire quelques mots de la crise médicale et sanitaire. Ce qui me paraît important, c'est de mesurer l'incertitude. Ce virus a 4 mois et demi, 5 mois. Il a peut-être existé depuis mi-novembre, mais en tout cas, il n'a pas plus de 6 mois. Nous connaissons mal son fonctionnement. Il n'a jamais passé d'été dans l'hémisphère nord, donc nous ne savons pas très bien s'il est sensible ou pas à la chaleur. La connaissance du rythme de ce virus va nécessiter des mois et nous ne connaîtrons ce virus correctement que dans quelques temps. Par rapport aux autres virus que nous avons connus, nous le connaissons beaucoup mieux que d'autres. Nous l'avons séquencé en quelques jours, en 7 jours, alors que le virus du sida n'a été identifié que plusieurs années après les premiers cas. La différence entre le sida et le Covid-19 comme maladie est vraiment spectaculaire dans notre capacité à retrouver très rapidement l'agent infectieux et à analyser son génome qui est ARN, comme vous le savez, puisqu'il ne s'agit pas d'un virus à ADN, mais il s'agit d'un virus à ARN. On mesure très bien la difficulté à comprendre ce virus et à anticiper ce virus quand on voit l'itinéraire intellectuel du gourou marseillais. Raoult, qui est un bon microbiologiste, et il n'y a pas de doute là-dessus, même si je ne comprends pas pourquoi il a produit des études aussi nulles sur le plan méthodologique depuis quelques mois, Raoult montre bien à quel point il est difficile, face à un nouveau virus, d'anticiper correctement la situation. Raoult a commencé à dire qu'on n'allait pas pleurer pour 3 Chinois qui meurent, que l'Europe ne serait jamais touchée par le virus, que c'était moins grave que les accidents de trottinette. Puis il a dit que la chloroquine était un traitement génial et qu'elle allait faire du Covid-19 la maladie respiratoire la plus
facile à traiter de l'histoire de la médecine, qu'on n'en parlerait plus tellement la chloroquine marchait bien. Puis il a changé d'avis, il est passé à l'hydroxychloroquine, puis enfin il est passé à l'association hydroxychloroquine plus azithromycine. On voit bien à quel point on est dans le brouillard sur le plan sanitaire. Moi, personnellement, et je me suis excusé sur les réseaux sociaux, j'ai complètement sous-estimé la crise. Et là, c'est un vrai biais cognitif. J'ai raisonné par analogie avec les anciennes pandémies virales. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de pandémie mondiale respiratoire liée à un autre virus qu'un virus influenza, c'est-à-dire un virus de la grippe. Il n'y en a jamais eu. C'est la première épidémie virale respiratoire qui ne soit pas due à un virus de la grippe. Virus de la grippe qui, comme vous le savez, a fait entre 50 et 100 millions de morts en 1918, 1919, 1920, la fameuse grippe espagnole, 2 millions de morts en 1957, et puis en 1969, 32 000 morts, dont 25 000 en décembre 1969. Donc je me suis trompé, j'estimais qu'il n'y aurait pas plus de 10 000 morts. J'ai été abusé par mes propres biais cognitifs. Alors, ce qu'on peut reprocher déjà à Raoult, c'est d'avoir oublié qu'il avait dit que c'était moins grave que les accidents de trottinette et de refuser d'admettre que la vérité médicale est complexe et que nous nous sommes trompés. Mais sans aller plus loin sur les critiques que je formulerai sur Raoult, ça montre bien cette hypothèse à quel point il est difficile de prédire l'avenir de cette épidémie. Bien sûr, aujourd'hui et demain, tout le monde va dire qu'il sait très bien ce qu'il fallait faire. Les gens ont oublié qu'ils étaient dans un brouillard complet il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, il reste des incertitudes majeures. Le virus peut-il muter, comme la grippe espagnole a muté, puisqu'il y a eu plusieurs pics, au moins 3, un petit pic, et puis le virus a muté et a donné l'énorme pic de plusieurs dizaines de millions de morts en 1919. Est-ce que le virus va muter? Aujourd'hui, il mute déjà, mais les mutations ne semblent pas aggraver sa dangerosité. Est-ce qu'il est saisonnier? C'est-à-dire, est-ce que, comme beaucoup de virus respiratoires, il est moins méchant l'été et à ce moment-là, il se mettrait à circuler à bas bruit? Est-ce que le virus va disparaître comme le SARS, comme le MERS ont disparu au bout de quelques mois? Aujourd'hui, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'il me paraît dangereux de considérer comme acquis qu'il n'y aura pas de deuxième pic. On peut espérer qu'il n'y ait pas de deuxième pic, mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout une certitude. Donc, sur le plan sanitaire et médical, je dirais aujourd'hui que nous nous sommes beaucoup trompés. Je me suis beaucoup trompé. Raoult s'est vautré comme tout le monde. Nous n'avons pas vu la dangerosité de ce virus qui était inédit et qui est le premier virus de sa catégorie à entraîner une pandémie mondiale. Les gens sont catastrophés par le corona qui a fait déjà 250 000 morts, à juste titre, mais il ne faut quand même pas oublier que parmi les infections du passé, la rougeole faisait chaque année 6 millions de morts au XXe siècle avant le vaccin. La variole faisait entre 1 et 3 millions de morts par an. Le paludisme, 2 millions de morts chaque année. La peste en 1348-1352 a fait des dizaines de millions de morts puisqu'elle a tué 40% des Européens. Par rapport aux pandémies du passé, nous sommes dans une situation plus favorable. Quand on était en 1348 et qu'on était touché par la peste, eh bien, il fallait attendre 600 ans pour avoir un traitement. Car le premier antibiotique actif contre la peste, c'est une tétracycline et elle a été inventée en 1948, c'est-à-dire très exactement 6 siècles avant la grande épidémie de peste de la fin du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous allons avoir un traitement beaucoup plus vite. Nous ne sommes pas du tout dans la situation des gens qui étaient en 1348 et qui n'avaient aucune perspective d'avoir un traitement. Alors, au-delà de ces questions médicales et sanitaires, je voudrais rentrer dans le détail sur 2 ou 3 points politiques. Moi, ce qui me paraît très, très intéressant, c'est que cette épidémie est finalement un test de Rorschach pour la société en général et pour chacun d'entre nous.
Je parlais de l'importance des biais cognitifs. Il est très frappant de voir à quel point nous avons du mal à avoir un consensus sur cette épidémie et à quel point nous avons du mal à y voir clair. C'est ce qui favorise la gilet jaunisation de la médecine, avec sur les réseaux sociaux des tas de gens qui pensent qu'ils sont capables en un quart d'heure de comprendre comment fonctionne un virus à ARN. Il y a un espèce d'effet Dunning-Kruger généralisé. Les gens pensent qu'on peut comprendre, en lisant Paris Match, la virologie. En réalité, la virologie, qui est une science très très proche de la génétique, car un virus, c'est quasi exclusivement un morceau d'ADN ou un morceau d'ARN, puisque les virus ne sont pas vivants, ce ne sont pas des bactéries, ils ont une machinerie cellulaire qui est inexistante. Les virus sont extrêmement compliqués. Non, il n'est pas plus facile de comprendre un virus à ARN que de piloter un Airbus A380 ou que de faire de l'algèbre compliquée. Mais l'opinion ne veut pas l'admettre et l'opinion pense qu'elle peut légitimement participer au débat scientifique. On a vu Jean-Marie Bigard expliquer le bien fondé du traitement du professeur Raoult. On a vu Frigide Barjot, l'égérie des anti-mariages gays. On a vu plein de gens affirmer avec des certitudes invraisemblables des choses complètement connes à propos du coronavirus. On voit à quel point il est difficile de réguler la société quand le monde galope sur le plan technologie et qu'il y a un tsunami technologique lié à l'ensemble des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives, et qu'en même temps, l'opinion est, notamment à cause des réseaux sociaux, absolument convaincue qu'elle est capable de comprendre des enjeux scientifiques extrêmement complexes. L'opinion est très clivée, elle est très hystérisée, elle est très polarisée. Le dernier sondage IFOP montre que 80% des sympathisants gilets jaunes admirent, apprécient, approuvent le traitement de Didier Raoult. Et on voit bien qu'il y a sur les réseaux sociaux énormément de gens qui sont persuadés qu'il y a un complot mondial, soit pour empêcher les gens de guérir, afin d'éliminer une certaine partie de la communauté mondiale, soit pour permettre aux grands laboratoires de gagner beaucoup d'argent, ce que la chloroquine ne permettrait pas, puisque c'est un médicament qui est dans le domaine public et qui coûte extrêmement cher. Les thèses complotistes se sont développées massivement sur les réseaux sociaux, bien au-delà de ce que j'imaginais personnellement dans mes pires cauchemars. On a trouvé des idiots utiles pour renforcer ces thèses complotistes et le summum, le pompon, a été l'intervention à la télé du professeur Montagnier qui a expliqué que le virus responsable du Covid-19 avait été manipulé en laboratoire et qu'on avait rajouté des séquences du virus du HIV, ce qui est complètement faux, ce qui est complètement délirant. Malheureusement, l'opinion ne sait pas que la dérive du professeur Montagnier n'est pas nouvelle. Déjà en 2017, Le Figaro avait fait un papier très triste sur le professeur Montagnier qui était intitulé « Le naufrage du professeur Montagnier ». Cela fait des années que le professeur Montagnier développe des thèses sectaires qu'une ricazaraille ne renierait pas. Cette crise cognitive, elle est relativement inquiétante, car les enjeux technologiques vont être de plus en plus importants dans les années, dans les décennies qui viennent. Comment pilote-t-on le tsunami technologique dont je parlais tout à l'heure quand l'opinion est persuadée de comprendre tout, quand l'opinion est persuadée qu'il y a des complots à chaque coin de la route et qu'il y a des solutions simples qu'on lui cache? C'est une grande question, je n'ai bien évidemment pas la réponse, mais ça va être pour les gens de bonne volonté qui croient en la raison, qui croient en la science, qui croient en la rationalité, ça va être un combat important d'éviter qu'on ne sombre pas complètement dans la déraison. Nous sommes face à une vraie crise cognitive, il va falloir qu'on y réfléchisse. Alors, je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup les polytechniciens, mais j'ai constaté avec effroi qu'il y a pas mal de polytechniciens sur les réseaux sociaux qui défendent l'idée qu'il y a un complot contre la chloroquine et qui n'ont pas compris l'ensemble des biais
qu'il y a dans les études de Didier Raoult, qui sont objectivement des études méthodologiquement inacceptables et absolument pourries, au sens propre du terme. Avec des biais méthodologiques absolument épouvantables, c'est la première fois qu'un universitaire se permet de retirer les malades qui ne répondent pas bien au traitement, de manière à améliorer ses résultats. C'est inacceptable en matière d'éthique scientifique, en matière d'éthique médicale. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que l'intuition médicale, elle tue. La première grandeur d'un médecin, c'est de reconnaître que son intuition tue. Nous ne devons pas nous fier à notre intuition. En réalité, pour évaluer un traitement, il faut faire des essais cliniques randomisés, en double aveugle, versus placebo de préférence, dans lequel ni le médecin ni le patient ne sait s'il a reçu le placebo ou un traitement. Sinon, eh bien, nous avons des fausses idées sur les traitements. L'exemple le plus tragique, c'est l'infarctus du myocarde. 100% des cardiologues sur Terre étaient convaincus qu'il fallait donner des antiarythmiques pendant l'infarctus du myocarde. Effectivement, il y a beaucoup de troubles du rythme pendant l'infarctus, et une bonne partie des gens qui ont un infarctus et qui meurent de leur infarctus meurent à cause des troubles du rythme cardiaque, notamment des arythmies ventriculaires, des torsades de pointe. Il était logique de penser que si on donnait des antiarythmiques pour bloquer ces troubles du rythme pendant l'infarctus du myocarde, on allait améliorer le pronostic des malades. Le consensus était tel qu'on n'avait jamais fait d'études randomisées versus placebo, parce qu'on imaginait qu'il n'était pas éthique de donner le placebo à quelqu'un qui avait un infarctus, puisque les antiarythmiques étaient si efficaces. Et un jour, à la fin des années 80, un universitaire a voulu en avoir le cœur net et il a fait, contre l'avis de tous ses collègues, un essai randomisé versus placebo. C'est l'étude CAST. On a partagé les malades en les tirant au sort entre une prescription d'antiarythmique pendant l'infarctus et puis un placebo. Il a fallu arrêter de façon anticipée l'essai, tellement la différence de mortalité entre les gens qui avaient le placebo et les gens qui avaient l'antiarythmique était inacceptable. Les gens qui avaient le placebo mouraient 2,7 fois moins que les gens qui avaient l'antiarythmique. Le traitement qui était plébiscité mondialement par tous les cardiologues du monde tuait 2,7 fois plus que le placebo. On a calculé que le fait de ne pas avoir fait une étude versus placebo, de ne pas être allé contre notre intuition médicale, a tué 60 000 malades, c'est-à-dire plus que la guerre du Vietnam. Et on pourrait multiplier les exemples des maladies où notre intuition était complètement fausse et où, heureusement, ce sont les études versus placebo qui ont montré que le placebo était bien meilleur que le médicament parce que le médicament tuait les malades. Donc, la trumpisation de la médecine, la gilet jaunisation de la médecine qu'a encouragé Didier Raoult en refusant les essais cliniques randomisés traditionnels, elle est très grave. L'un des universitaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 ou 3 quand même, qui a soutenu Didier Raoult, c'est le professeur Perron, a dit on ne soigne pas les malades avec des statistiques, on soigne les malades avec ses tripes. Eh bien non, on ne soigne pas les malades avec ses tripes, on soigne les malades avec des statistiques, et chaque fois qu'on a soigné les malades avec ses tripes, on a tué du malade. C'est pour cela que je suis extrêmement sévère contre le courant qu'a induit Didier Raoult et qui est un retour en arrière à la médecine des années 1970, à la médecine du passé. Dans un monde de plus en plus compliqué, et avec l'apparition du séquençage ADN, un dossier médical va bientôt comporter des milliers de milliards d'informations. Le séquençage ADN d'un seul malade, c'est 20 téraoctets, c'est 20 000 milliards d'informations. On ne risque pas de soigner les malades avec nos tripes. On ne risque pas de soigner les malades avec notre bite et notre couteau, pour utiliser une expression chirurgicale, veuillez m'en excuser. Il va bien falloir des statistiques, il va bien falloir de l'évidence-based medicine. Donc, cette crise est en fait un retour en arrière à la médecine du passé, et de mon point de vue, elle est extrêmement grave. Et je partage
la critique extrêmement sévère de ce retour en arrière qu'a fait le professeur Steg, le cardiologue parisien, dans les Échos il y a une quinzaine de jours. Alors, aujourd'hui, que peut-on dire de ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent? Franchement, je pense que nous sommes dans une situation qu'aurait aimé Clausewitz. Même si je ne partage pas complètement la métaphore guerrière d'Emmanuel Macron, nous sommes quand même dans une guerre contre le virus. Et dans cette guerre, nous sommes, pour reprendre les métaphores de Clausewitz, nous sommes dans le brouillard de la guerre. Nous ne voyons pas le futur. Le futur va être très incertain. Il y a encore des incertitudes médicales et sanitaires très fortes. Nous ne savons pas s'il y aura des traitements dans les semaines et les mois qui viennent. Nous ne savons pas si le virus pourra être contrôlé par une vaccination, car il n'est pas certain qu'un vaccin soit efficace. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida ni contre le paludisme. Nous savons traiter le paludisme, nous savons traiter le sida par les ou quadrithérapies antivirales, mais il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas aujourd'hui de certitude qu'il y aura un vaccin contre le Covid-19. Donc, incertitude sur le plan médical, incertitude politique. Les gens qui meurent sont plutôt des gens âgés. L'âge moyen est entre 79 et 82 ans, selon les pays. En Italie, l'immense majorité des 5000 premiers malades, par exemple, avaient une ou plusieurs comorbidités graves, comme une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire ou une insuffisance rénale. Globalement, les gens qui meurent, même s'il y a des exceptions, sont des gens très âgés. Est-ce que la société va continuer à penser, comme je le pense personnellement en tant que médecin, qu'il faut accepter une crise économique grave pour sauver quelques dizaines de milliers de vieillards diabétiques ou insuffisants rénaux? Ou est-ce qu'on va penser qu'il faut davantage s'occuper du destin de nos enfants, de nos petits-enfants, et éviter que nous rentrions dans une crise macroéconomique majeure, pas forcément du niveau de celle de 1929, mais intermédiaire entre la crise de 2008-2009 et la crise de 1929-1933. Le débat ne fait que commencer. Je me garderai bien de trancher ce débat. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est à l'horizon d'1 à 3 années. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on recherche des boucs émissaires, parfois pas très glorieux. Il n'est pas très difficile de se faire traiter de sale juif sur les réseaux sociaux aujourd'hui à propos du Covid-19. Les boucs émissaires éternels sont toujours à l'œuvre. Il y a d'horribles tendances qui refont surface et le complotisme n'est pas toujours glorieux, même si je peux comprendre la panique des gens qui sont atteints de complotisme aigu. Comment va-t-on réguler le monde de demain? Comment va-t-on faire des choix macroéconomiques et médicaux rationnels dans l'hystérie actuelle? Je ne sais pas bien. Au-delà de la recherche des boucs émissaires, tout le monde est en train d'expliquer que le monde d'après va devoir radicalement changer. On va déglobaliser, on va beaucoup dépenser pour l'État-providence, on va augmenter les impôts, on va augmenter la dépense publique, on va changer la façon dont nous travaillons. On va baisser la croissance parce qu'il faut profiter de la crise du Covid-19 pour faire la transition écologique. Alors tout ça est très sympathique, mais les gens oublient de dire plusieurs choses. La première, c'est que bien sûr, faire des réformes économiques coûte extrêmement cher. Or, l'État n'aura pas un centime. S'il n'y a pas de deuxième pic, on risque d'avoir une baisse de la croissance cette année entre 6 et 8,5, 9%. L'année prochaine, il n'est pas certain que nous rattraperions la totalité de cet effondrement de la production. Et s'il y a un deuxième pic de l'épidémie, avec un nouveau confinement, nous ferons cette année entre -15 et -25%, très probablement avec la poursuite
d'une décroissance en 2021. Ce n'est pas avec un effondrement de la production qu'on va tout changer. Donc, il va falloir expliquer à l'opinion qu'on ne va pas tout modifier, que le monde d'après, ce sera le monde d'avant en plus pauvre, avec une baisse du pouvoir d'achat des catégories sociales défavorisées. Dans ces conditions, les gens qui fantasment sur une déglobalisation, sur une démondialisation, sont extrêmement dangereux politiquement de mon point de vue. La baisse du pouvoir d'achat des gilets jaunes, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des catégories sociales peu favorisées, va être importante malgré les aides de l'État et le quantitative easing et la monétisation des dettes publiques par les banques centrales. Il ne s'agit pas de rajouter à cette baisse induite par le Covid-19 du pouvoir d'achat des catégories populaires une nouvelle baisse du pouvoir d'achat liée à une déglobalisation, une démondialisation brouillonne. Récemment, l'un de mes amis, que je ne citerai pas, mais qui est très connu, a expliqué que la crise de Covid-19 était l'occasion de démondialiser. Et il expliquait tout benoîtement, c'est un bobo de gauche très riche, que demain, les catégories populaires, au lieu de s'acheter 3 ou 4 pantalons fabriqués au Vietnam ou en Indonésie chaque année, s'achèteront un pantalon tous les 3 ans, mais il sera made in France. Ce discours est extrêmement sympathique quand il est prononcé depuis la propriété d'un bobo de gauche très fortuné. La réalité, c'est que si nous faisons ça, et si nous ajoutons à la décroissance liée au Covid-19 une décroissance liée à une démondialisation mal organisée, nous allons avoir une révolution, car la baisse du pouvoir d'achat va être insupportable, intolérable pour les catégories populaires. Je vous rappelle que spontanément, compte tenu du déclin technologique de l'Europe, le sentier de croissance est devenu très faible et l'hypothèse, avant même le Covid-19, la plus raisonnable sur le plan macroéconomique, était que le pouvoir d'achat allait stagner, voire légèrement baisser dans la plupart des pays européens et notamment en Europe du Sud au cours de la décennie 2020-2030. N'en rajoutons pas une couche et n'aggravons pas la décroissance. Car si, dans un sondage d'octobre 2019, 54% des Français appelaient de leur vœu la décroissance et la baisse du pouvoir d'achat pour préserver la planète, en réalité, il y a une immense partie de la population qui ne veut pas voir son pouvoir d'achat baisser. Or, celui-ci risque de baisser dans les mois et les années qui viennent. Donc, j'appelle à beaucoup de prudence sur le monde d'après. Nous risquons, au-delà de la crise macroéconomique, d'avoir une crise politique, d'avoir une grave crise de société si nous accélérons la baisse du pouvoir d'achat qui va de toute façon risquer d'arriver pour des raisons technologiques compte tenu du retard que l'Europe a pris. Il ne faut pas oublier qu'en Corée du Sud, la part du produit intérieur brut consacrée à la recherche est en train d'approcher les 5%, alors qu'en Europe du Sud, on est autour d'1%. La France est à 2,2%, ce qui est très inférieur à ce que fait l'Asie du Sud-Est. On voit de la même façon le décalage de plus en plus important entre l'Europe et l'Asie de l'Est en matière de PISA. Et vous savez que la Chine côtière, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud ont des résultats éblouissants dans PISA, pendant que des pays comme la France ont des résultats absolument médiocres. Donc, ne fantasmons pas sur un monde d'après décroissantiste vert pour faire plaisir à Greta Thunberg. La vraie urgence, si nous voulons éviter la montée des extrêmes demain, c'est de relancer la machine économique, d'investir davantage dans la recherche et la technologie, au lieu de fantasmer d'une décroissance qui conduirait les Gilets jaunes à faire une révolution, non pas modèle mai 68, mais modèle 1793. Merci Laurent Alexandre. Alors, plein de réactions. On a vu, j'ai noté des sourires, donc vous laissez pas les gens indifférents. Beaucoup de réactions et positives. Et donc, je vais poser 3 premières questions avec aussi une réaction
qui est admiratif, qui vous remercie pour ses propos très clairs au niveau médical et sanitaire, qui permettent vraiment d'avoir les explications et les arguments parmi notamment tous les propos et tous les rapports et tout ce que les médias communiquent sur le professeur Raoult. Donc, pour plusieurs personnes, ça a été beaucoup plus clair. Donc, je vais vous poser 3 premières questions et on verra les autres. Première question, les questions de Raoul, Noé et Damien. Donc, Raoul demande, y a-t-il un seul facteur infectieux ou un écosystème d'agents dont un virus? Noé demande, comment définissez-vous la rationalité et la raison, notions qui vous sont si chères? Et nous avons Alexandre donc qui vous remercie aussi de vos propos. Damien, que pensez-vous, troisième question, des derniers développements aux États-Unis liés au remdesivir, résultats des études, toxicité, accélération de la mise sur le marché? Il n'y avait pas les accents, excusez-moi. Oui, la toxicité, il manquait les accents, donc du coup, j'ai lu. Donc, merci Laurent Alexandre pour ces 3 premières questions. Alors, pour ce qui est des traitements, le remdesivir semble donner des petits résultats, mais ils sont modestes et ils ne sont pas dans toutes les études. Il y a une divergence entre l'étude américaine et l'étude chinoise, qui pourtant a été publiée dans une revue très sérieuse, qui est The Lancet, qui est l'un des 4 principaux journaux médicaux au monde. Pour l'instant, mon sentiment, mon intuition, au regard de ces données contradictoires, c'est que le remdesivir a probablement un petit effet, mais pas un gros effet. S'il y avait un effet vraiment très significatif, on n'aurait pas de divergence entre les 2 études faites selon les standards internationaux. Il va donc falloir de nouveaux essais. Pour ce qui est de la responsabilité du coronavirus par rapport à d'autres agents, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'autres agents responsables. Alors, il y a des gens qui parlent du microbiote, mais les données scientifiques sur lesquelles ils s'appuient sont extrêmement fragiles. Je pense qu'il faut être prudent. Alors, il faut exclure aucune piste, aucune voie. Il faut réfléchir sur les hypothèses qui ont été évoquées par rapport aux petites bactéries qui sont dans le microbiote, mais on n'a pas de données solides là-dessus. On ne peut pas déterminer un plan d'attaque contre le Covid-19 à partir de données aussi légères, même si elles ne sont pas inintéressantes, et il ne faut pas se moquer de données préliminaires. Alors, la rationalité, comment on la définit? La rationalité, c'est ce qui permet de sauver des malades au lieu de les tuer. La rationalité, c'est ce qui a permis, contre le sida, de passer de 100% de mortalité à 0% de mortalité. Je vous rappelle que dans les pays développés, où nous avons accès à la tri et la quadrithérapie anti-HIV, il n'y a quasiment plus de morts. Et l'espérance de vie des sidéens est aujourd'hui presque équivalente à l'espérance de vie des gens qui n'ont pas le sida. Donc la rationalité, c'est ce qui permet de savoir que dans l'infarctus, il ne faut pas donner d'antiarythmique. C'est ce qui permet de savoir ce qu'il faut donner dans le sida. Et heureusement qu'on a été rationnel dans le sida, parce que les gens l'ont oublié, mais il y a eu une première molécule développée à Pasteur, le HPA23, dont les biologistes, dont les infectiologues étaient persuadés que c'était une molécule miracle contre le sida. D'ailleurs, le fan club de Rock Hudson lui a payé un avion sanitaire pour qu'il puisse, alors qu'il était atteint du sida en phase terminale, pour qu'il puisse venir obtenir un traitement par le HPA23 à Paris. Les spécialistes de l'infection étaient, il y a 35 ans, tellement convaincus que le HPA23 était une molécule extraordinaire qu'ils ne voulaient pas que l'on fasse d'essais randomisés versus placebo en double aveugle. Ils voulaient, pour des raisons compassionnelles, qu'on donne tout de suite à tout le monde le médicament. Heureusement, les autorités de régulation du médicament ont refusé. On a fait un essai randomisé versus placebo avec le HPA23. Heureusement qu'on l'a fait. Le HPA23 tuait les malades plus vite que le placebo. Eh bien, la rationalité, c'est de ne pas céder à notre intuition et d'évaluer selon des standards scientifiques internationaux les médicaments et les traitements. C'est comme cela qu'on évite les a priori des médecins, c'est comme cela qu'on évite les triches, car quand personne ne sait, ni le malade ni le médecin, qui a le médicament ne peut pas tricher.
Et le malade ne peut pas être influencé par l'effet placebo au-delà de l'effet placebo traditionnel. Donc la rationalité, de mon point de vue, est indispensable et c'est depuis qu'on est rationnel que l'on sauve des malades. Je vous rappelle que l'espérance de vie, il y a 250 ans à Paris, était de 27 ans. Elle a beaucoup augmenté grâce à la médecine moderne, grâce à la chimie, grâce aux vaccins, grâce à la rationalité. L'une des plus grandes innovations de la médecine depuis 200 ans, ce sont les essais cliniques randomisés en double aveugle versus placebo. C'est ça qui nous a fait faire des progrès, des pas de géant, et qui nous a permis de découvrir que dans le Vidal de 1975, 80% des médicaments étaient des placebos ou des molécules toxiques sans efficacité clinique. Monsieur Alexandre, c'est un succès, une salve de questions qui arrivent, vraiment qui montre l'intérêt. Merci à Hubert aussi qui répond à Maxime sur une question macroéconomique. Voilà. Donc, je vais prendre les questions de Hamza, Claude et Bertrand. Donc, 3 questions, Monsieur Alexandre. Comment accélérer la recherche de vaccins? Quel rôle pour la France, de Hamza? Claude qui nous demande, qui vous demande, meurt-il donc de l'arrêt cardiaque ou du Covid? Pourquoi tout attribuer au Covid? Et Damien qui dit, alors attendez, j'ai plus la question sous les yeux. On n'a plus, donc Claude. Question de Bertrand, comment arriverons-nous à réduire l'attraction qu'exerce le complotisme sur les hommes? Par l'éducation, par un changement de notre logiciel, lien avec les apports du transhumanisme. Une question bien pour vous, Monsieur Alexandre, un sujet qui vous est cher. Alors, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais que j'ai vu passer. C'est quelqu'un m'engueule en disant « Mais Pasteur n'a pas fait d'essai versus placebo ». La rage tue dans 100% des cas. Donc, c'est un cas très particulier où on peut démontrer l'efficacité d'un traitement sans placebo. Je vous rappelle que le Covid-19 ne tue pas dans 100% des cas, contrairement à la rage de Pasteur. Il tue dans 0,5% des cas maximum les gens infectés. Donc, pour démontrer une différence de mortalité, alors qu'il n'y a qu'un malade sur 200 qui meurt, je vous assure qu'il faut faire un essai randomisé versus placebo. Sinon, on risque d'utiliser des médicaments qui vont augmenter la mortalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques, mais il serait très facile de passer à côté des effets secondaires des médicaments dans une maladie qui tue aussi peu. Vous rappelez les questions, Monsieur Alexandre, du coup, les 3 questions? Oui, allez-y, je ne les ai pas notées. Alors, je vais les noter. Je vais vous les réindiquer. Alors, Hamza qui demandait comment accélérer la recherche de vaccins, quel rôle pour la France? Ensuite, nous avions Claude, meurt-il donc de l'arrêt cardiaque ou du Covid? Pourquoi tout attribuer au Covid? Et nous avions ensuite Bertrand qui demandait, vous étiez allé plus loin, donc comment arriverons-nous à réduire l'attraction qu'exerce le complotisme sur les hommes par l'éducation, par l'interprétation, par un changement de notre logiciel, par l'interprétation, lien avec les apports du transhumanisme? Voilà, un autre sujet qui est complètement différent, mais fait partie de votre spectre. Alors pour le vaccin, aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a plusieurs vaccins expérimentaux en cours en Chine, et puis aux États-Unis, à Boston, avec une technologie qui utilise les acides ribonucléiques. On ne sait pas si ça va marcher. Pour l'instant, on est en phase d'expérimentation. La difficulté, c'est qu'entre vacciner 50 volontaires et puis généraliser une vaccination à plusieurs milliards de personnes, il faut forcément industrialiser la technique et ça prend des mois et des mois. C'est pour ça que Bill Gates a décidé d'investir pas mal d'argent pour développer en avance des plateformes de manière à pouvoir industrialiser plus vite les vaccins, ce qui lui vaut, hélas, d'ailleurs, de nouvelles attaques complotistes où beaucoup de gens prétendent que c'est lui qui a créé le Covid-19 pour exterminer les gens et ou pour gagner beaucoup d'argent en faisant des vaccins, ce qui est particulièrement odieux pour un homme qui est un vrai héros et qui consacre 99% de sa fortune à aider la santé publique dans les pays les plus pauvres. Ces thèses complotistes concernant Bill Gates sont particulièrement dégueulasses et ignobles. Donc, et puis derrière, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a 40 ans, une souche de grippe est née aux États-Unis et a touché des jeunes militaires qu'elle a tués dans un fort du Middle West. On a été très inquiets, on a craint une nouvelle grippe espagnole. On a développé en quelques semaines un nouveau vaccin
et on a commencé à vacciner les Américains. Catastrophe. Le vaccin donnait des effets secondaires neurologiques absolument catastrophiques. On a arrêté de vacciner. Et il se trouve qu'en fait, la souche de grippe n'était pas si méchante que ça. Elle n'a pas du tout été une nouvelle grippe espagnole. On voit qu'un vaccin doit être évalué dans le temps. On va commencer par vacciner les gens âgés, les gens fragiles, les gens qui meurent à cause du Covid. On ne va pas vacciner les enfants qui ont une chance sur 10 000 de mourir du Covid-19. Donc, on va vacciner progressivement les gens les plus fragiles, les plus âgés, et puis des gens plus jeunes. Mais on va faire ça sur plusieurs trimestres, plusieurs années. On ne va pas généraliser un nouveau vaccin à 2, 3, 4 milliards de personnes, parce que si le vaccin a des effets secondaires, ce qui est toujours possible, eh bien, on serait très embêté. Donc, le vaccin, ça ne va pas être une promenade de santé. On ne va pas avoir un vaccin généralisable en 5 minutes, même si les tests en Chine, aux États-Unis et en Europe fonctionnaient dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, pour ce qui est de l'arrêt cardiaque, il est possible que il est possible que le virus entraîne des myocardites, c'est-à-dire entraîne une inflammation du cœur et qu'il y ait, au-delà de l'effet pulmonaire et immunologique, avec ce qu'on appelle la tempête des cytokines, il est possible qu'il y ait des myocardites, comme il y a aussi des atteintes vasculaires, des atteintes rénales et des atteintes cérébrales, puisqu'au scanner, on retrouve chez pas mal de gens des atteintes qui sont visibles par les radiologues et qui entraînent des troubles neurologiques. On a des accidents vasculaires cérébraux, parfois réversibles, parfois non réversibles, sous Covid-19. Pour ce qui est de la rationalité, c'est notre grand challenge dans les années qui viennent. D'expliquer aux gens incultes en sciences que la science est compliquée, d'expliquer aux gens qui ont une pensée magique qu'il faut longtemps pour comprendre ce qu'est un virus, que j'expliquais tout à l'heure en début de mon intervention, ça ne va pas être facile. Oui, il y a une gilet jaunisation de la médecine. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de parfaitement comprendre les enjeux virologiques alors même qu'ils n'ont aucune compétence médicale, scientifique, méthodologique, virologique. J'ai raconté sur BFM il n'y a pas très longtemps à quel point j'avais été surpris de voir Brigitte Bardot, dont je parlais tout à l'heure, me donner un cours de virologie il y a quelques semaines. Brigitte Bardot, dont je ne partage pas les opinions, mais qui est une amie, m'a en toute naïveté donné un cours de virologie et de génétique. C'était pathétique de niaiserie, mais elle ne s'en rendait absolument pas compte, alors même que c'est une fille intelligente, même si je ne partage pas du tout son avis sur le mariage gay. Vous voyez que rendre les gens rationnels dans une tempête technologique au moment où il y a une explosion de nouvelles technologies, beaucoup d'incertitudes, ce n'est pas simple. Aujourd'hui, il faut être à la fois transversal, multidisciplinaire et spécialiste. Pour bien comprendre un sujet, il faut passer 1000 jours. Et en même temps, pour bien comprendre un sujet, il faut être transversal et multidisciplinaire et il faut y passer une vie entière. Quand on analyse un sujet, quel qu'il soit, on est affolé de la complexité du sujet. C'est d'ailleurs ce que montre l'effet Dunning-Kruger. Plus on est compétent sur un sujet, plus on est inquiet de ses lacunes. Plus on est incompétent, plus on pense qu'on a tout compris. La bataille pour la rationalité, ça va être la bataille du siècle. La science est complexe. Je sais bien que c'est souvent mal accepté quand je dis ça, et ça n'est pas très politiquement correct. Non, 100% de la population française ne va pas comprendre le fonctionnement des virus ARN. Ce n'est pas vrai. De même que 100% des gens ne sont pas capables de reproduire les équations permettant de mieux comprendre ce qu'est un trou noir. Donc, il va falloir trouver des médiateurs. Il va falloir que les gens qui ne sont pas capables de comprendre la virologie et la génétique fassent confiance à des scientifiques, à des savants raisonnables, à des médiateurs intellectuels, à des intellectuels. Ça suppose que les intellectuels et les savants se comportent bien.
Quand Edgar Morin se met à soutenir les thèses complètement folles de Montagnier, on n'est pas sur le bon chemin. Quand on voit des universitaires soutenir des thèses complotistes complètement débiles, on n'est pas sur le bon chemin. Donc les intellectuels, la société civile, les médiateurs, les journalistes vont devoir faire des efforts, travailler ces questions, trouver le moyen de rassurer l'opinion, de lui montrer un certain chemin pour mieux comprendre la science. Et même si les gens ne comprennent pas, ne sont pas capables de comprendre les sujets scientifiques les plus pointus, ils peuvent quand même en comprendre une partie. Moi, personnellement, je suis admiratif de Science et Vie. Science et Vie ne permet pas à 100% de la population de comprendre tous les sujets scientifiques, mais Science et Vie est accessible à 20, 30, 40% peut-être de la population française. Science et Vie explique remarquablement bien des choses très compliquées et permet à énormément de gens de se cultiver en sciences avec des iconographies remarquables. Bien sûr, c'est parfois un peu simple, parfois un petit peu simpliste pour un spécialiste, pour un ultra-technicien, mais pas tant que ça. Moi, dans Science et Vie, il m'est arrivé d'apprendre des choses que je ne connaissais pas, même sur des sujets que je maîtrise traditionnellement plutôt pas trop mal. Donc oui, ça va être un combat. À l'ère des NBIC, à l'ère de l'intelligence artificielle, d'avoir une population inculte, prétentieuse, atteinte par l'effet Dunning-Kruger et complotiste, ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir réguler ces technologies complexes si on ne régule pas la relation que les gens ont avec la science. Et ce ne sera pas fastoche. 50% des gens pensent que l'homéopathie est efficace. 50% des Français adhèrent à des thèses complètement folles sur les vaccins, sur l'émergence du virus VIH, comme la Fondation Jean Jaurès, dans ses sondages annuels, l'a montré récemment, et 9% des Français pensent que la Terre est plate. Donc le combat pour la science, il doit être mené. Alors là, je vais me permettre, je ne vais pas recevoir de tomates parce que vous ne pouvez pas virtuellement m'engueuler trop et m'envoyer des tomates, mais moi j'ai été déçu par les polytechniciens. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de polytechniciens qui sont allés dans les médias défendre la rationalité et la science. On a laissé la science, la médecine, la rationalité se faire insulter par des armées de complotistes et j'ai vu peu de polytechniciens aller au combat avec la baïonnette scientifique, la baïonnette de la rationalité pour défendre la science. Il va falloir nous réveiller et il va falloir parler de science aux gens, il va falloir simplifier la science sans la rendre simpliste, il va falloir la démocratiser un petit peu, faire comprendre les enjeux, et puis il va falloir qu'on se batte pour lutter contre le complotisme qui est un des plus grands dangers du XXIe siècle, car c'est une bombe. Je crains énormément l'arrivée des extrêmes au pouvoir si nous ne désamorçons pas la bombe complotiste et la bombe populiste. Les gens sont inquiets, ne comprennent pas, et les médiateurs traditionnels, pour 1000 raisons que vous connaissez, notamment à cause du poids des réseaux sociaux, ont accepté de rentrer dans ce jeu de la violence intellectuelle, de la polarisation et de l'hystérisation. Il va falloir faire marche arrière. Nous les chercheurs, nous les ingénieurs, nous les gens qui s'intéressons au discours de rationalité scientifique, il va falloir que nous nous battions. On s'est battu dans le passé face à un obscurantisme qui était d'une nature différente, qui était davantage un obscurantisme de nature religieuse au XVIe, XVIIe siècle et au Moyen Âge. Nous nous sommes battus pour faire prévaloir la rationalité de la science. Aujourd'hui, il va falloir faire la même chose contre un nouvel ennemi qui n'est pas de nature religieuse, mais qui est de nature complotiste et poujadiste, de nature différente, mais tout aussi grave.
Ce qui se raconte sur les réseaux sociaux en matière de complotisme scientifique n'est pas pire que ce que se racontait il y a 3 siècles. Nous n'avons pas progressé. Or, les enjeux technologiques sont tels qu'il va bien falloir que l'on progresse et que l'opinion comprenne ces enjeux. Merci Laurent Alexandre. Beaucoup de remarques à vos propos qui illustrent d'ailleurs vos propos. Des remarques sur les journalistes qui passent leur temps à poser des questions fermées et souvent orientées. Ce n'est pas bon pour augmenter nos connaissances. Voilà, des polytechniciens donc, qui se proposent de participer de façon plus active à ce qui se passe. Donc, ils disent, est-ce qu'on ne peut pas être aussi médiateur? Quels sont nos rôles? Donc, vous y avez répondu déjà. Oui, les polytechniciens aussi se disent, on n'est pas souvent invités. Donc, il faut peut-être agir, mais voilà, ils l'ont bien entendu. Vous savez, dans l'ère médiatique, on n'est pas invité. Il faut y aller. Oui. C'est un combat politique. Si les polytechniciens pensent qu'on les attend et qu'on va les inviter, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On n'entre pas dans l'agora en étant invité. On y rentre en poussant la porte à l'épaule, en fracturant la serrure et en s'imposant. C'est un combat politique, ce n'est pas un combat de bisounours. Alors, oui, je comprends les pudeurs de jeunes filles des polytechniciens qui sont présents là, mais s'ils veulent participer à l'éducation scientifique de la société civile, il va falloir qu'ils soient plus violents et moins petites filles. Oui, mais je sens qu'ils veulent bouger dans leurs propos. J'ai du mal m'exprimer, en tout cas en reprenant leurs questions. D'ailleurs, ils se posent des questions. Nous sommes en guerre. Les militaires ne sont pas dans les salons de discussion. Voilà. Et j'ai 3 questions. Et après, je vous laisserai conclure, Monsieur Alexandre. 3 questions de Louis-Aimé, Hubert et Jean-Michel. Alors, Louis-Aimé qui demande, là, c'est vraiment au niveau médical, même si vous étiez parti sur la partie économique, politique et sur l'après. Peut-on juger un protocole thérapeutique de la même manière qu'une molécule? Ensuite, Louis-Aimé qui dit, que pensez-vous de l'étude sur Sao Paulo non randomisée, double aveugle, tendant à prouver que AZT, excusez-moi, c'est pas mon domaine, plus HCQ diviserait par 2,8 la probabilité de passer à l'hôpital pour un patient au premier symptôme du Covid? Et Hubert qui demandait, est-ce vous qui avez dit sur Twitter que vous préférez l'HCQ à une messe? Voilà. Je préfère quoi? L'HCQ à une messe. Alors, je ne sais pas ce que voilà. Et je vous laisserai conclure derrière, si ça vous va, si ça vous convient. Bien sûr. Okay, alors merci. Oui, on peut évaluer un protocole thérapeutique. Un protocole peut être fait de l'association de molécules, ou ça peut être une medtech, une technologie, ou une opération, ou la radiothérapie. Alors, en matière de chirurgie, c'est difficile de faire un groupe placebo. On l'a fait à une époque en faisant des fausses opérations, c'est-à-dire en ouvrant la peau et en refermant la peau. Mais aujourd'hui, d'un point de vue éthique, c'est plus vraiment accepté. Il faut savoir que le placebo chirurgical marche très bien. À une époque, sur des gens qui avaient des douleurs cérébrales importantes, des céphalées que les médicaments n'arrivaient pas bien à traiter, quand on leur faisait une fausse opération de neurochirurgie, c'est-à-dire qu'on leur enlevait les cheveux, on coupait la peau et on n'entrait pas dans le crâne, ils avaient un effet placebo extrêmement fort. Donc, on a déjà fait du placebo chirurgical, mais aujourd'hui, c'est éthiquement pas accepté. Alors oui, donc on peut évaluer les protocoles, même si certains protocoles ont du mal à être évalués versus placebo, et donc c'est le cas de la chirurgie. Alors, l'étude de Sao Paulo, c'est très intéressant. Le fait qu'un polytechnicien, dans une réunion de polytechniciens, pose cette question prouve à quel point c'est compliqué de développer la rationalité. Cette étude est totalement merdique. Les malades n'ont même pas été testés. On ne sait pas s'ils ont le Covid-19. On ne sait pas s'ils ont le Covid-19. Cette étude est pourrie. Elle est bonne à foutre à la corbeille, comme la quasi-totalité des études qui sont présentées à l'heure actuelle. Et la première étude vraiment de bonne qualité, avec un comité international indépendant pour le valider, ça va être Discovery, dont nous aurons les résultats le 14 mai prochain. Donc, vous voyez, le fait qu'on parle même de cette étude pourrie, bonne pour la poubelle de Sao Paulo, est inquiétant.
Ça montre que de la fausse science, de la science totalement charlatanesque, peut arriver jusqu'aux oreilles de polytechniciens parisiens. Je ne jette pas la pierre du tout à la personne qui a posé la question, mais vous voyez qu'on diffuse de la fausse science, alors qu'on ne le ferait pas dans d'autres secteurs. Jamais une étude merdique sur les trous noirs qui serait née d'un cerveau malade à Rio de Janeiro ou à Mexico n'arriverait à vos oreilles. Il y aurait des filtres qui vous empêcheraient d'être au courant de la thèse complètement délirante et méthodologiquement inacceptable qui aurait été développée. Mais dans l'hystérie actuelle, l'étude honteuse du Brésil est arrivée jusqu'à vous, alors que vous ne devriez vraiment, vraiment, vraiment jamais en avoir entendu parler, parce qu'elle ne mérite pas une seconde de votre attention. La dernière question, c'était C'était Hubert, c'est est-ce que ah oui, l'hydroxychloroquine et la messe. Oui. Alors, la messe, on sait que ça ne marche pas, il n'y a pas d'effet placebo de la messe. D'ailleurs, on a même démontré que chez les malades cardiaques, le fait de savoir que l'on prie pour vous augmente le taux de mortalité. C'est une très jolie étude qui a été faite sur plusieurs pays. Contrairement à ce qu'on imagine, quand on prie pour vous, ça augmente la mortalité. Alors, ce n'est pas lié à la prière, hein, mais simplement le fait que les malades sachent avant d'aller au bloc opératoire qu'on est prié pour eux, les inquiète et ça augmente leur mortalité parce que ça augmente leur stress et le stress ne favorise pas des bons résultats en chirurgie cardiaque. Donc, les rapports entre religion et médecine sont compliqués, hein. Il y a des choses contre-intuitives. Une étude sur plusieurs pays a montré que les gens croyants font beaucoup plus de dépression grave que les gens athées. On s'attendait au contraire. On imaginait que les gens croyants étaient moins déprimés que les gens athées. Eh bien non, c'est le contraire. Il vaut mieux être athée que d'être croyant en matière psychiatrique. On fait moins de dépression quand on est athée. C'est contre-intuitif, mais ça a été démontré dans une jolie étude sur plusieurs pays et sur des milliers et des milliers et des milliers de patients. Donc, je ne fais pas de la publicité pour l'athéisme, même si personnellement, je ne crois pas en Dieu. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la science s'est aussi intéressée aux relations entre la croyance et puis la médecine. Et c'est un monde passionnant sur lequel il y a probablement encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Merci, Monsieur Alexandre. Je m'excuse pour toutes les questions qui ont été posées, et notamment Jean-Michel, mais l'heure, on arrive au bout de la limite d'attention et qu'on s'est fixé. En tout cas, Monsieur Alexandre, des milliards de questions. Donc, c'est le webinaire où il y a eu plus de questions précises. Donc, c'est des questions pas polémiques, c'est des questions vraiment pour en savoir plus sur votre sujet et vos propos. Vous n'avez pas reçu de tomates. Voilà, bien au contraire, vu l'échantillon de participants qui étaient présents en direct, plus de 50 ce soir. Donc, merci à vous pour votre participation aujourd'hui. Donc, vraiment, ça nous a donné un prisme qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Nous allons mettre en ligne donc, la vidéo du webinaire et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire demain à 18 h avec Vincent Champin, un auteur du rapport France 2025 sur le risque de la pandémie. Voilà, je vous remercie tous et vivement de toutes vos réactions et questions. Le premier webinaire, il y avait autant de questions et de participation. Merci à tous, à très vite. Laurent Daniel sera à nouveau présent pour la suite et la présentation et l'animation des prochains webinaires. Merci.